Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie, saison 4, épisode 4. Une enquête auprès de pédopsychiatres sur la médiation équine dans les Hauts-de-France, par Johanna Badel, médecin psychiatre. Bonjour. Avant de vous présenter le sujet en tant que tel, je vais déjà essayer de vous présenter un peu mon parcours pour mieux vous resituer. Vous allez voir qu'en fait, la présentation elle va être assez complémentaire de ce que vous venez d'entendre et ce que vous entendrez après, mais un peu d'un autre point de vue, puisque donc moi, je suis tout juste diplômée psychiatre. Donc je viens de passer ma thèse et mon mémoire de médecine en psychiatrie, et l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est une partie de mon travail de mémoire. En termes pratiques, donc j'ai pu accompagner tout au long de mon internat et un peu mon externat des patients en séance d'équithérapie, plutôt en séance de groupe, et c'était avec des enfants, donc soit en hôpital de jour pour enfants, soit en hôpital de jour pour adultes et pour adolescents. Donc j'ai principalement vu des patients autistes parce que ça fait partie de la population de l'hôpital de jour, mais il y avait bien d'autres pathologies. Et puis à côté de mon expérience, on pourrait dire du côté plutôt médical, puisque j'étais un membre de l'équipe soignante qui accompagnait les patients. J'ai aussi pu pratiquer du côté, on va dire, des équithérapeutes. Vous verrez que c'est le terme que j'ai retenu dans mon mémoire. Quand je suis partie en Belgique, j'ai travaillé pendant 6 mois en tant que stagiaire dans un centre de médiation équine adressé aux enfants pour un public handicap mental, handicap moteur. Donc j'ai pu m'occuper à la fois des chevaux, du matériel et d'accueillir les patients et travailler en séance. Et puis à côté de ça, ma thèse en fait, elle concernait la thérapie assistée par l'animal de manière générale. Donc je me suis aussi formée auprès de l'Institut français de zoothérapie sur cette pratique en médiation animale en général, en milieu psychiatrique. Donc voilà, j'ai un petit peu balayé, que ce soit sur le terrain auprès de soignants ou que ce soit plutôt du côté des gens du monde équestre avec différentes expériences. Et en fait, en discutant un peu avec ces différents champs, donc que ce soit les infirmiers, éducateurs, psychomotriciens, membres d'hôpitaux de jour qui pouvaient aller en séance avec moi, ou que ce soit, on va dire, du côté des intervenants en médiation équine qui pouvaient me donner leur ressenti, ça m'a amené à me poser pas mal de questions, notamment sur l'hétérogénéité des pratiques, des profils, ce qui rejoint un peu ce que vous disiez. Et comme j'avais mon mémoire à faire, c'était l'occasion d'un peu aller questionner mes confrères, donc les pédopsychiatres, puisque je me destine à la pédopsychiatrie, sur leur représentation, sur leurs pratiques concernant l'équithérapie. Donc vous verrez dans ce travail que j'ai retenu les termes équithérapie, puisque c'est celui qui est communément utilisé dans le service pour désigner la médiation équine destinée aux patients admis en pédopsychiatrie. Et on a choisi, avec la Fédération de recherche en santé mentale qui m'a aidé à travailler ce protocole de recherche, le terme équithérapeute, simplement parce que c'était communément entendu par mes collègues que ça désignait la personne qui organise la séance recevant les patients en milieu équestre. Ça n'a rien à voir avec un métier, ça n'a rien à voir avec la formation de cette personne. C'était le terme choisi pour désigner sa fonction, puisqu'en tant que soignant, on allait avec les patients s'adresser à une personne qui proposait une séance d'équithérapie. Donc le terme équithérapeute désigne cette personne. Parce que je sais que c'est compliqué, les définitions et la professionnalisation, donc je veux choquer personne. Mais moi, je me présente ici du côté médical, et pour les médecins, c'était un terme que tout le monde comprenait, donc c'est celui qu'on a choisi. L'étude, elle concerne les pédopsychiatres, simplement parce que c'était difficile de faire une étude plus large, vu le temps qui m'était donné, puisque ça reste notre mémoire de médecine, et qu'à côté, on fait aussi notre travail et notre thèse. Donc c'est une population un peu ciblée, donc ça concerne les Hauts-de-France, ça concerne les pédopsychiatres, et ça concerne le service public, puisque c'est en service public qu'on exerce quand on est interne ou quand on est praticien hospitalier après. Voilà, cela étant dit, je vais donc vous présenter d'abord le cadre général, mais ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit ce matin. Ensuite, les matériels et méthodes qui ont été utilisés pour cette enquête, les résultats, et puis dans un dernier temps, on discutera un peu autour de ces résultats, puis il y aura les questions bien sûr après si vous le souhaitez. Alors, donc le cadre de l'enquête, vous verrez qu'en pratique et dans la littérature, l'équithérapie, elle est quand même de plus en plus proposée, ce qui rejoint encore ce qui a été dit dans le champ de la pédopsychiatrie. On a donc bien dit que les formations et les professionnels étaient très divers, ce qui donne accès à une offre de soins hétérogène. L'hétérogénéité, ça a l'avantage que du coup, ça peut aller, on pourrait dire, au plus près de la spécificité de nos patients. Ça pose, en tout cas pour moi en tant que médecin, la question de l'égalité d'accès aux soins quand j'adresse des patients vers un thérapeute, à savoir quelle qualité de soins il pourra recevoir et quelle équipe pourra l'encadrer.
Concernant la littérature, ça a été également un petit peu souligné. On revient souvent sur le manque de niveau de preuve scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une littérature, notamment en pédopsychiatrie, qui est assez vaste, et c'est bien. Ça a commencé plutôt sur la littérature empirique, donc plutôt des cas cliniques, et puis après, on est basé un peu sur le modèle evidence-based medicine, donc on est plus avec l'efficacité, la preuve et le modèle pharmacologique. Malgré le fait qu'il y en a pas mal, et c'est très bien que des gens les collectent et les soutiennent, quand on regarde un peu les articles et quand on questionne un peu les confrères, souvent on se confronte à cette question du manque de niveau de preuve, soit parce que les échantillons sont petits, soit parce que la durée de l'étude n'est pas très grande, soit parce que les critères de diagnostic d'admission des patients sont pas forcément clairs. Et vient aussi du coup en miroir, on pourrait dire, la question des guidelines, des recommandations pratiques communes, ce qui fait donc écho à ce que vous venez en fait de dire. Pour ce qui est du champ de la pédopsychiatrie et du champ des médias grand public, ça a été également abordé, bien souvent ça concerne quand même en majorité les troubles envahissants du développement et l'autisme. Donc on sera parti aussi de là-dessus pour notre enquête. Quelles questions je me suis donc posée avec mes confrères de la Fédération de recherche ? Eh bien finalement, les pédopsychiatres, sur quelles connaissances ils s'appuient pour prescrire ce soin, pour le préconiser à leurs patients ? En pratique, dans quel cas ils le préconisent, c'est-à-dire dans quelle pathologie, dans quel contexte pratique ? Est-ce qu'ils mettent en place un suivi ? Si oui, sous quelle forme ? Qui est-ce qui assure ce suivi ? Et puis, finalement, qu'est-ce qu'ils ont comme implication ou représentation de ces questions sur la nécessité de recherche, sur les guidelines, sur les recommandations de bonnes pratiques ? Donc, c'est pour tenter de répondre à ces questions qu'on a fait cette enquête, donc, qui a été intitulée « Évaluation du recours à l'équithérapie par les pédopsychiatres du service public de la région Hauts-de-France ». Donc ça, c'est pour cibler le public dont je vous ai parlé. L'idée donc de les interroger sur leur représentation et sur leurs pratiques concernant le champ de l'équithérapie. Et donc on a fait une étude qui se veut descriptive, donc vous verrez qu'il y a différents items, qui se veut quantitative, donc c'est sous forme de pourcentage, qui est basée sur un questionnaire d'auto-évaluation qui a été envoyé par mail à tous ces médecins. Donc sachant que comme c'est un questionnaire d'auto-évaluation, une des limites déjà, c'est la fiabilité des réponses, mais c'était plus simple de passer par ce biais-là pour toucher un grand nombre en peu de temps. Donc, quel objectif principal on s'est donné ? Eh bien, c'était d'évaluer les préconisations de prise en charge faites par le pédopsychiatre en partant de l'hypothèse principale suivante, à savoir qu'au regard de ce qu'on a pu déjà dire sur la littérature, il préconise en première intention pour les patients présentant des troubles envahissants du développement, ce qui inclut l'autisme infantile typique dans les catégories. Pour savoir justement dans quelle pathologie ils allaient préconiser, on a sélectionné une liste de 12 troubles mentaux et du comportement selon une des classifications qui est généralement utilisée en pédopsychiatrie, donc je vous présenterai après, c'est la CIM-10. Pourquoi on a retenu 12 pathologies ? Eh bien parce qu'on ne pouvait pas faire une liste trop grande, sinon généralement les gens, en fait, quand il y a trop d'informations, surtout sur des auto-questionnaires par mail, ils zappent et ils répondent pas, donc il fallait qu'on fasse une sélection. Et pour sélectionner, on s'est appuyé, puisqu'il y a quand même de la littérature, sur les pathologies qui sont le plus souvent traitées dans le champ de la pédopsychiatrie, concernant l'équithérapie, ou bien sur les bénéfices thérapeutiques qui sont le plus fréquemment cités, et on a choisi les pathologies qui correspondaient à ces bénéfices thérapeutiques. Donc ça vous donne le tableau suivant. Donc voilà, c'est un peu rébarbatif, les classifications en psychiatrie. Donc les troubles de l'humeur, pour vous situer, ça va être par exemple tout ce qui est dépression. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage, donc là on est vraiment sur le langage. Spécifiques des acquisitions scolaires, donc ça va être la lecture ou l'écriture. Les troubles du développement moteur, mixte du développement, donc là on commence à ouvrir un peu. Les troubles envahissants du développement, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'autisme infantile typique par exemple. Les troubles hyperkinétiques, ça c'est les troubles hyperactifs ou déficit de l'attention, par exemple. Les troubles des conduites, donc vous allez retrouver à l'intérieur tout ce qui est troubles positionnels avec provocation, donc c'est plutôt les enfants qui vont avoir du mal avec le cadre, les limites, les mises en danger. Vous allez avoir donc les troubles mixtes des conduites et des émotions. Les troubles émotionnels qui débutent spécifiquement dans l'enfance. Pour vous donner un exemple, c'est des enfants qui vont avoir des angoisses de séparation. Les troubles du fonctionnement social qui débutent donc dans l'enfance ou à l'adolescence. Encore une fois, à titre d'exemple, ça va être les troubles de l'attachement. Et puis les troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant. Donc ça, c'est ce que vous pouvez connaître comme trouble du comportement alimentaire qui peut exister aussi chez l'enfant, comme l'anorexie par exemple. Donc là, c'est des grandes catégories. À l'intérieur, il y a plusieurs types de pathologies, mais c'était plus simple d'avoir des grands items. Il y avait des objectifs secondaires à cette étude, pas simplement sur les préconisations. Donc c'était de savoir selon quelles modalités ils mettent en place l'activité équithérapie une fois qu'ils l'ont préconisée, à savoir est-ce qu'il y a des objectifs thérapeutiques et si oui, qui les définissent, s'ils font une démarche de suivi, sous quelle forme et qui y participe,
et puis sur quelle information ils peuvent s'appuyer pour faire un choix éclairé quand ils préconisent de l'équithérapie pour leurs patients en pédopsychiatrie. Donc voilà les premiers résultats. Donc vous voyez que sur 153 mails envoyés, on a eu 46 réponses, ce qui fait un taux de participation de 30%. Alors pour mes collègues qui font la recherche depuis longtemps, en fait, c'est un bon résultat, puisque généralement c'est entre 10 et 30%. Et donc on pouvait partir du principe que 30%, c'était que les médecins étaient plutôt intéressés par le sujet. Voilà. Et donc concernant l'objectif principal, eh bien ils sont 100% des 46 à avoir répondu, à avoir sélectionné les troubles envahissants du développement comme pouvant bénéficier d'équithérapie. Pour ce qui était des autres catégories que je vous ai présentées, ils les ont sélectionnées pour la majorité entre 60 et 80% des cas, donc c'était aussi un bon résultat. Les catégories les moins sélectionnées, c'était donc les troubles de l'alimentation, les troubles spécifiques concernant la parole et le langage et concernant les acquisitions scolaires. Pour savoir dans quel cadre ils faisaient ces préconisations, donc on leur a posé la question si c'était en hôpital de jour, c'est donc des patients admis à la journée, si c'était en ambulatoire, donc ça c'est les patients qui sont admis en consultation, voire parfois en demi-journée, donc c'est ce qu'on appelle par exemple le CATTP. Si c'était des psychiatres, donc des pédopsychiatres qui travaillaient dans les instituts médico-sociaux, donc c'est peut-être que vous connaissez les IME, les ITEP, donc où les enfants vivent soit à la semaine, ça des fois en temps plein, ou bien s'ils préconisaient dans le cadre d'hospitalisation en temps plein, c'est-à-dire les enfants qui sont admis à l'hôpital et jour et nuit sur une durée selon leur pathologie. Et bien au final, les 2/3 des préconisations d'équithérapie se font soit en ambulatoire, soit en prise en charge de jour. À savoir que parmi ces 2/3, c'était à peu près moitié-moitié. Pour ce qui est de la détermination d'objectifs thérapeutiques, donc ils étaient 98% à dire oui, il y a des objectifs thérapeutiques. Après, c'était qui et sous quelle forme. Donc ça se fait en réunion de synthèse pluridisciplinaire. Les réunions de synthèse pluridisciplinaire, c'est une pratique courante en pédopsychiatrie. En fait, régulièrement, on prend le dossier d'un enfant et tous les partenaires du centre de soins qui s'en occupent se réunissent et font un peu un état des lieux de l'évolution du patient. Donc il va y avoir l'orthophoniste, la psychomotricienne, le médecin, les infirmières, les éducateurs. Voilà, tout le monde se met autour de la table en tant que référent de l'enfant. Et donc c'est généralement lors de ces réunions de synthèse que sont déterminés les objectifs thérapeutiques, parce que c'est là qu'on va déterminer le programme de soins de l'enfant dans sa prise en charge. Alors, à l'intérieur de cette réunion, finalement, qui participe à déterminer les objectifs ? Vous voyez sur le camembert qui est présenté ici que dans 35% des cas, c'était les soignants qui participent à la médiation équithérapie avec le pédopsychiatre. Dans 38% des cas, c'était donc encore une fois les soignants qui participent à la médiation équithérapie avec la personne désignée donc comme équithérapeute. Et puis l'association du médecin prescripteur, des soignants qui accompagnent le patient en séance et de l'équithérapeute qui réalise la séance, c'est en fait 15% des cas pour définir les objectifs de prise en charge. Pour ce qui était du suivi du patient, puisque c'est un soin, donc quand on prescrit un soin, on suit l'évolution de notre patient, eh bien ça se faisait généralement par semestre ou par trimestre, pour la simple et bonne raison que ça se fait en réunion de synthèse pluridisciplinaire et que généralement ça a lieu par semestre ou par trimestre. Et on s'est intéressé à savoir s'il y avait, par rapport à ce qui a été dit avant, un outil de recueil spécifique type bilan ou grille d'observation. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas d'outil standardisé dédié, mais souvent en pédopsychiatrie, on va faire un petit bilan, on va prendre des échelles qui peuvent déjà exister, enfin voilà, s'appuyer sur un outil un peu plus spécifique. Eh bien c'était le cas dans 10% des cas seulement. Donc c'est très peu. Et puis qui finalement participait à ce suivi et rapportait en réunion de synthèse pluridisciplinaire l'évolution du patient en séance ? Eh bien dans 48% des cas, vous voyez qu'en fait c'est les soignants qui participent à la médiation équithérapie qui rapportaient l'évolution du patient en séance. Et dans 44% des cas, ils étaient associés à l'équithérapeute. Pour l'information sur laquelle les médecins pouvaient s'appuyer pour préconiser ce type de prise en charge, eh bien en fait ils étaient 25% avoir déclaré avoir reçu de l'information durant leur parcours de formation médicale, c'est-à-dire soit pendant leur internat, donc on est formé régulièrement à la spécialité qu'on choisit, donc là c'était pour les pédopsychiatres, ou bien en formation médicale continue, puisque les médecins ont une obligation de se former régulièrement avec des congrès ou des colloques par exemple. Et bien donc dans 25% des cas, durant cette formation, ils avaient pu avoir accès à une information concernant l'équithérapie. À savoir qu'en miroir de ça, 60% d'entre eux sont allés chercher de l'information sur l'équithérapie dans leur parcours professionnel. Et on n'a pas retrouvé de lien statistique entre le fait d'être informé ou non et de préconiser ou non de l'équithérapie. Ça n'avait pas d'incidence. Alors, qu'est-ce qu'on peut discuter autour de ces résultats ? Déjà, il faut savoir que ça concerne qu'un petit échantillon, c'est les pédopsychiatres du service public de la région Hauts-de-France. Donc après, on peut présupposer que, en tout cas pour ce qui est du service public de pédopsychiatrie,
Ça pourrait être similaire dans les autres régions, mais ça n'a que des suppositions. On a donc validé l'hypothèse principale qui avait mené cette enquête, à savoir que c'est bien les troubles envahissants du développement, dont l'autisme infantile typique, qui ont été sélectionnés en premier comme étant la pathologie pour laquelle les médecins préconisent de l'équithérapie. Et la bonne surprise, parce que je m'attendais pas à ces chiffres-là honnêtement, c'était de voir que 60 à 80% ont sélectionné les autres pathologies qui correspondent à ce qui est le plus souvent abordé dans la littérature dans le champ de la pédopsychiatrie. Donc on peut supposer que les médecins ont bien été informés de la littérature et se sont bien appuyés sur cette littérature pour faire le choix de préconiser et dans quelle pathologie ils vont préconiser justement. Au final, ça concerne quel domaine si on sort un peu de la pathologie ? Eh bien, ça concerne la motricité, ça concerne le développement, ça concerne l'humeur, ça concerne les émotions, ça concerne les conduites et ça concerne la sphère sociale. Ce qui est effectivement les domaines qui sont souvent abordés dans le champ de l'équithérapie, dans la littérature en tout cas. Alors, pour les objectifs thérapeutiques, eh bien, vous voyez que ça a fait l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire. Alors, on peut discuter de pourquoi. Déjà, c'est une pratique qui est courante en fait en pédopsychiatrie. Donc, ça s'appuie sur nos pratiques habituelles. Et puis, l'équithérapie, c'est un soin qui est quand même global, qui est psychocorporel. Et donc, dans l'idée d'une continuité des soins, et les différentes catégories professionnelles autour de l'enfant sont concernées par ce qui se passe en équithérapie. La psychomotricienne, l'orthophoniste, l'éducateur vont voir aussi ce qui va se passer en équithérapie dans la continuité de ce qu'ils font eux en séance avec l'enfant en dehors de ce contexte. Donc ça paraît cohérent que ça se fasse en pluridisciplinarité. Et puis les professionnels les plus impliqués, vous avez vu que c'était quand même les soignants qui participent grandement à la détermination des objectifs thérapeutiques. Et dans une moindre mesure, là, on pouvait retrouver soit le pédopsychiatre, soit l'équithérapeute. Et donc, dans 15% des cas, tout le monde était associé. Pour ce qui concerne le suivi, eh bien là, c'est encore plus les soignants, puisqu'ils étaient présents sur 92% du camembert, soit seuls, soit en accompagnant l'équithérapeute, qui est donc consulté qu'à peu près dans la moitié des cas, et en s'appuyant sur un outil un peu plus objectif et spécifique dans 10% des cas. Donc, on peut considérer que c'est une perte d'information sur l'évolution du patient en équithérapie, à la fois parce que l'équithérapeute, c'est celui qui peut rapporter de manière un peu plus spécifique ce qui va se passer dans l'interaction entre le patient et l'équidé, puisque c'est celui qui a une meilleure connaissance de l'équidé et qui peut mieux souligner ce qui se passe en séance entre les deux espèces. Et puis, l'équithérapeute, il peut aussi porter un regard nouveau sur le patient, qui est une richesse, une dynamique pour faire avancer les soins auprès des soignants qui suivent les patients, notamment par exemple en hôpital de jour ou des patients un peu chronicisés. L'équithérapeute, il peut apporter quelque chose d'autre et un regard un peu plus dynamique parfois. Pourquoi poser la question d'outils spécifiques adaptés ? Eh bien parce que ça permet quand même d'avoir des éléments un peu plus objectifs, et vous avez entendu depuis ce matin, je pense que l'objectivité et montrer les résultats, c'est important. Et puis c'est aussi un support d'échange et un support de recueil en fait, pour que les informations circulent entre l'équithérapeute, le médecin, les soignants, et bien des supports écrits, des supports d'évaluation. Ça permet de faire circuler l'info et ça permet d'avoir un langage commun. Concernant l'information, eh bien, on a vu que les 3/4 en fait des médecins ne sont pas informés sur l'équithérapie durant leur parcours de formation professionnelle, et que néanmoins, ils sont 60% à aller chercher cette information. Donc, on pourrait penser qu'ils en ont donc besoin, et que par contre, ils vont avoir accès à une information qui va être plutôt littéraire et donc plutôt théorique, ce qui pourrait peut-être expliquer que concernant les outils pratiques, l'interaction, le rôle de l'équithérapeute, ils en ont une moins bonne représentation, et parce que les médecins généralement ne participent pas aux séances, et donc si dans la littérature ils n'ont pas ces informations pratiques, ils en ont peut-être une moins bonne connaissance, et ça pourrait expliquer aussi parfois les difficultés de communication ou de mise en place d'outils communs. Les paramédicaux, c'est le terme pour désigner tout ce qui est autour. Donc vous avez compris, c'est les infirmiers, les éducateurs, les psychomotriciens, l'assistante sociale, enfin tous les autres intervenants dans une équipe de soins pluridisciplinaire. Eh bien, on a vu qu'ils étaient quand même grandement participatifs en séance, et donc qu'ils soient acteurs, parce que, en tout cas de mon expérience en pédopsychiatrie, en séance de groupe, bien souvent ils sont aux côtés du patient, bien souvent parfois ils tiennent le poney, en tout cas ils sont acteurs dans la séance. Ou alors il y a l'option de les mettre en tant qu'observateurs extérieurs, donc sur le bord du manège ou de la piste où vous voudrez travailler. Ils sont en tout cas là pour observer, et ils ont une compétence de soignant dans l'observation de leurs patients. Donc on pourrait aussi s'appuyer sur cette compétence pour faciliter la diffusion de l'observation et le suivi du patient, et recueillir un peu ces données et aider à communiquer avec le médecin qui n'est pas forcément en séance, mais le soignant, lui, va être des deux côtés. Donc ça pourrait aussi être un appui. Et puis donc c'est ce que je vous disais, ils sont quand même là dans 92% des cas pour le suivi du patient.
Voilà, donc pour conclure un peu sur cette enquête, eh bien, les pédopsychiatres semblent donc bien connaître la littérature et faire leurs préconisations en adéquation avec la littérature. J'entendais ce matin que concernant ma consoeur au milieu militaire et en psychiatrie adulte, c'est vrai que les psychiatres adultes sont un petit peu plus réticents. En pédopsychiatrie, il y a plus de littérature, c'est généralement beaucoup plus souvent pratiqué, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce public-là. Donc fort heureusement, ils sont un peu plus ouverts sur le sujet. Informer donc les pédopsychiatres et les paramédicaux sur des aspects plus pratiques, à mon sens, pourrait permettre d'améliorer les prises en charge et de limiter l'hétérogénéité. Quand je dis limiter, c'est pas pour appauvrir, mais c'est pour permettre de tendre vers une plus grande égalité d'accès aux soins aux patients qu'on envoie en séance. Et puis vous voyez que ça vient confirmer ce qui a été dit juste avant moi, qu'il y a un intérêt à faire des études à plus grande échelle et standardisées dans l'idée d'établir des recommandations de bonnes pratiques qui soient communes, ce qui aura un intérêt donc pour nos patients et la qualité des soins qu'on leur propose, et ce qui pourrait aussi avoir un intérêt pour les équidés qui sont utilisés en séance, puisque c'est pareil, ils ont des conditions et des besoins minimums, et avoir des recommandations pratiques de ce point de vue-là aussi pourrait avoir un intérêt, et ils sont directement acteurs du soin, donc le fait de garantir une qualité par rapport à la relation avec le cheval et son interaction, c'est aussi une qualité de soins proposés aux patients et de sécurité. Voilà, je vous remercie de votre attention.